Je vous ai pas donné beaucoup de mots parce que je pense qu'il y a pas vraiment de mots techniques. Il y a quelques expressions, mais il y a toujours un moyen de s'en sortir même si on les connaît pas. Alors, je vais vous parler des chiens de Tchernobyl, comme annoncé sur la feuille Excel. Alors, je commence donc. Alors, en ces temps de confinement dû au Covid, on croule tous un peu sous les recommandations de films, de livres, de podcasts et toutes ces petites choses qui nous permettront d'adoucir un peu cette période de confinement. Et il y a une chaîne radio que j'écoute pas mal, France Inter, et qui a quelques jours a publié une liste de 10 documentaires gratuits et qui valent le détour à regarder en ligne. Et c'est comme ça qu'un documentaire a retenu mon attention. C'est le documentaire de deux jeunes journalistes français, Léa Camilleri et Hugo Chenel, et ils ont intitulé leur commentaire Dogs of Chernobyl. Alors, ils auraient très bien pu l'appeler en français les chiens de Tchernobyl, mais ils ont gardé un nom anglais. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, passons. Ceci étant dit, ce documentaire a attisé ma curiosité. Et donc, le documentaire commence avec une voix off, j'imagine celle de Léa Camilleri. Et là, je vais citer. Alors, vous est-il déjà arrivé de vous imaginer à la place de quelqu'un d'autre, de celui qui a vécu l'impensable? Fermez les yeux et imaginez si à ce moment précis, votre vie basculait, à cause d'un événement que vous n'auriez jamais cru possible. Si vous deviez tout quitter, si vous deviez tout laisser derrière vous, si ce qui était votre vie maintenant n'est plus. Rouvrez les yeux. Et là, je ferme la citation. Donc voilà un peu l'entrée en matière du documentaire The Dogs of Chernobyl. Et pendant quelques secondes, j'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre un peu en parallèle le sentiment actuel qu'on vit en cette période de confinement, où où s'est quand même opéré un basculement temporaire, mais assez immédiat du jour au lendemain de notre quotidien, avec la situation décrite par la journaliste. Mais la comparaison s'arrête là. Donc il y a peu, on apprend dans le documentaire que cette journaliste, Léa, s'est plongée dans la série Tchernobyl, que moi je n'ai pas regardée, hein. Et elle s'est notamment arrêtée sur un des détails historiques qu'on voit dans la série et qui est peu relayé dans les livres d'histoire. Et donc au début de ce documentaire, on voit cette journaliste confortablement assise dans son canapé, les yeux rivés sur son téléviseur et on voit les images de la série Tchernobyl qui défilent sur l'écran. Là, la caméra zoome sur son téléviseur et on distingue un dialogue de la série. Et là, je vais vous faire le dialogue. Donc, il y a deux protagonistes. T'es déjà allé à la chasse, toi? Et toi et moi, on pourrait s'occuper des animaux. On doit s'occuper des animaux. Des animaux? Oui, ils sont radioactifs. Il faut s'en débarrasser. Mais c'est facile, ils sont domestiqués. Ils seront contents de nous voir, donc ils vont courir vers nous. Et là, bang! On les tue, on les charge dans le camion, on les jette dans un trou et ensuite on les recouvre de béton. Et puis après on boit. Voilà, fin du dialogue. Et donc, ayant un petit faible pour les chiens, j'avoue que cette vision m'a paru assez lugubre. Et j'imagine que ça a été un peu la même chose pour la journaliste. En effet, son sang, en voyant ce dialogue, n'a fait qu'un tour. Elle décide donc de creuser un peu la question et d'enquêter sur ces chiens de Tchernobyl. Qu'en est-il? Est-ce qu'ils existent encore? Et après avoir découvert qu'il restait en effet quelques chiens, elle décide de faire des chiens de Tchernobyl son prochain sujet de reportage. Et donc la voilà, du jour au lendemain, avec des billets d'avion en main pour l'Ukraine, en partance pour Tchernobyl. Donc avant de nous arrêter un peu plus en détail sur le sort des chiens, je vais vous faire un bref rappel de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Donc dans la nuit du 26 avril 1986, sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui se trouve dans l'actuelle Ukraine, il y a eu une explosion. Donc, les centrales nucléaires, en fait, fonctionnent selon un processus de fission nucléaire qui se situe dans le réacteur nucléaire. Et donc, ce processus de fission génère de la chaleur, convertit grâce à la chaleur l'eau en vapeur, et c'est cette vapeur qui va faire tourner une turbine et générer de l'électricité.
Donc voilà, petit cours de physique très rapide. Et donc à 1h23, dans cette nuit du 26 avril 1986, a eu lieu l'explosion du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl. Et donc l'explosion a été causée par, on dit, une série d'erreurs humaines, une mauvaise conception du réacteur, et ça a créé une réaction en chaîne. Et donc la chape, en fait, le couvercle qui recouvre ce réacteur et qui pèse 1200 tonnes, a été propulsé dans les airs à cause de l'explosion et a libéré des tonnes de matière radioactive qui se sont répandues à plus de 1000 mètres en altitude au-dessus du réacteur. Et le nuage s'est propagé dans toute l'Europe, ce nuage radioactif. Et d'ailleurs, petit aparté, à l'époque, les autorités françaises ont joué un peu la politique de l'autruche pendant une dizaine de jours après l'explosion. Elles ont déclaré, on a pu entendre que, pour des raisons météorologiques, le nuage de radioactivité aurait épargné la France. Alors, au bout des 10 jours, le gouvernement a quand même fait volte-face, est revenu sur ses propos et a quand même admis que la France, elle aussi, avait été touchée par des retombées radioactives. Mais bref, ce petit épisode de déni des autorités françaises est quand même resté bien gravé dans les mémoires. Et donc, vous allez me demander, et les chiens dans tout ça? Eh bien, il faut savoir que 36 heures après l'explosion, un convoi de l'armée soviétique a été dépêché sur la zone affectée pour évacuer d'une part les 20 000 habitants de la petite ville de Tchernobyl et aussi en tout 120 000 personnes qui habitaient dans cette zone proche en fait de la centrale et qui étaient réparties dans 189 villes et petits villages des environs. Et ces personnes, en fait, on leur a dit, vous pouvez emporter une petite valise, mais le reste, vous laissez. On va partir très vite. Donc, ils ont été tous contraints, en fait, de laisser leurs animaux de compagnie, en l'occurrence leurs chiens, derrière eux. Et ces habitants sont partis en pensant aussi qu'ils seraient de retour dans leur maison, en fait, quelques jours plus tard, que ce n'était qu'une mesure temporaire. Sauf qu'il n'en était rien. En fait, les habitants ne sont jamais retournés chez eux. Ensuite, dans les semaines qui suivirent l'explosion, plus de 100 000 soldats ont été dépêchés sur place pour commencer à sécuriser la zone, à décontaminer la zone et aussi à se débarrasser, c'est-à-dire à tuer tous les animaux domestiques présents dans cette zone, parce qu'ils étaient considérés en fait comme radioactifs. Mais heureusement, peut-être, certains de ces animaux domestiques sont passés entre les mailles du filet. Ils n'ont pas été tués. Ils ont tout simplement échappé à ces soldats. Et certains de ces chiens ont survécu. Et 30 ans plus tard, en fait, leurs descendants de ces chiens qui ont survécu en fait, à l'extermination après Tchernobyl vivent toujours sur le site. Et donc, cette journaliste, en faisant ses recherches sur les chiens de Tchernobyl, a rencontré et est tombée sur l'ONG Clean Future Fund, ou CFF. En fait, cette ONG, ce sont deux Américains qui se sont rendus en Ukraine il y a 4 ans pour effectuer une formation en ingénierie, une formation en apprentissage. Ils ont été frappés par la présence de tous ces chiens errants qui étaient autour de la zone d'exclusion de la centrale. Alors les chiens errants, en fait, rien de nouveau dans de nombreux pays de l'Est. Ils sont légion, il y en a beaucoup. Rien que dans la ville de Kiev, capitale de l'Ukraine, il y en aurait 30 000. Mais les chiens de Tchernobyl sont assez différents. En fait, ce sont donc, comme je l'ai dit, les descendants des chiens domestiques qui appartenaient aux habitants de la zone. Et donc, ces chiens sont à moitié domestiques, mais devenus errants, donc à moitié domestiqués, à moitié errants. Et ils survivent tant bien que mal, en fait, dans cette zone, parce qu'ils sont chassés des bois et des forêts alentours par des loups. Ils sont situés par des loups et ils sont aussi mal nourris, certains ont la rage, beaucoup ont besoin de soins, etc. Et donc en 2016-2017, lorsque l'ONG CFF est arrivée sur place, il y avait environ 250 chiens errants autour de la centrale, donc de la zone d'exclusion. Il y en avait 250 à Tchernobyl et environ 500 dans une zone un peu plus vaste. Et ce qu'il faut savoir concernant le site de Tchernobyl, c'est qu'environ 2500 hommes et femmes se rendent quotidiennement sur l'ancien site de la centrale, tous les jours, donc, pour y travailler, pour réhabiliter l'endroit.
Et avant l'intervention de l'ONG CFF, ces chiens, en grande partie, en fait, dépendaient de la gentillesse des ouvriers, des techniciens, des militaires, qui se rendaient sur le site. Et ces chiens, en fait, réclamaient à manger aux ouvriers. Mais c'était aussi au risque et péril de ces ouvriers, car les chiens étaient potentiellement enragés, potentiellement radioactifs. En fait, on ne savait pas trop. Et il faut également ajouter que les autorités de la région, en fait, pour lutter contre le fléau des chiens errants, a recruté une personne qui était chargée d'exterminer ces chiens. En fait, par manque de financement, c'était la seule solution possible. Et donc cette association, ou cette ONG plutôt, CFF, a été créée pour venir en aide aux victimes de la catastrophe, donc victimes au sens large, et là en l'occurrence les chiens. Et elle offre également un peu de répit aux travailleurs, un peu de sécurité aux travailleurs sur place, en s'occupant à leur place de cette population de chiens. Et donc l'ONG a mis en place un programme de 3 ans qui vise à soigner, à vacciner les chiens contre la rage, à les nourrir et aussi à les stériliser afin de contrôler un petit peu l'ampleur de la population de chiens. Et le programme porte ses fruits. Donc en 2016, comme je l'ai dit au lancement du programme, il y avait environ 1000 chiens en tout. Maintenant, il y en a moins de 600. Et le fondateur de l'ONG dit que plus de 70% des chiens ont pu bénéficier de ce programme. Et ce qu'ils souhaitent faire, c'est avoir un niveau plus gérable en fait pour la population de canidés pour leur fournir de meilleurs soins. Et donc dans ce documentaire, on peut suivre en fait ces 2 journalistes qui passent une journée sur le site de Tchernobyl avec les fondateurs de l'ONG. Ils vont nourrir les chiens qui se trouvent à divers endroits de la zone. Donc ils passent dans cette sorte de ville fantôme. Et en fait, dès qu'ils arrivent sur place, donc ces 2 journalistes et le fondateur de l'ONG, on voit les chiens qui commencent à courir vers eux, à pointer le bout de leur nez. Et d'ailleurs, la plupart de ces chiens se ressemblent, ils sont assez caractéristiques, ils ont tous des oreilles un peu tombantes, assez, assez mignons. Et d'ailleurs, le responsable de l'ONG sait quasiment tous les reconnaître. Et il leur a même donné un nom d'ailleurs. Donc beaucoup des chiens sont très affectueux, viennent demander des caresses, d'autres sont un peu plus farouches, un peu plus peureux. Après, il y a aussi des chiens un peu plus téméraires. Il y a les curieux qui sont intrigués par les nouveaux visiteurs et qui accourent pour voir ce qu'il se passe. Certains des chiens restent regroupés en meute, par groupe. C'est une forme de solidarité, d'entraide. D'autres chiens ont été adoptés par un groupe de soldats ou par le personnel d'un centre qui se trouverait sur place. Et d'ailleurs, beaucoup, une fois tatoués, une fois vaccinés, reçoivent un prénom, d'ailleurs en toute cohérence avec le lieu. Par exemple, il y a le chien qui s'appelle Barium et qui lui traîne toujours autour de l'ancien réacteur qui a explosé, l'ancien réacteur qui est maintenant recouvert d'un énorme sarcophage gigantesque. Et d'ailleurs, contrairement à une idée populaire, les chiens de Tchernobyl ne brillent pas dans le noir, c'est ce qu'on dit. Et sont-ils même radioactifs? Et en effet, parce que les détecteurs de radioactivité sur place indiquent que cette radioactivité se trouve toute proche du sol. Et donc oui, il y a quelques particules radioactives qui viennent se loger dans la fourrure des chiens. Mais cette ONG a découvert qu'en lavant les chiens, en fait, tout simplement, leur taux de radioactivité disparaît presque totalement. Et donc, bref, pour moi, je trouve que dans cette zone inhospitalière, totalement inhabitée, déshumanisée, isolée, où les conditions environnementales sont très rudes, on remarque quand même que ces chiens apportent une touche d'espoir et puis aussi, ils s'avèrent être une compagnie assez réjouissante pour les 2500 travailleurs qui chaque jour se rendent sur le site de l'ancienne centrale. Et le fondateur de l'ONG affirme d'ailleurs que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des chiens dans la zone. En fait, il ne vise pas à stériliser toute la population ou à faire en sorte que la population disparaisse. Il l'espère car, selon lui, ces chiens font partie de l'histoire du lieu et ils constituent un lien entre l'avant-catastrophe et l'après-catastrophe nucléaire. En fait, ce sont les seuls survivants, en quelque sorte, qui habitaient sur les lieux, ou descendants en fait des survivants qui habitaient encore sur les lieux avant et qui habitent sur les lieux après. Voilà, j'ai fini.